Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité au programme du Studio Kalangu qui sont diffusés par nos 52 radios et 7 télévisions partenaires qui les diffusent dans les 8 régions du Niger. Aujourd'hui, le forum du Studio Kalangu a pour thème quelle avancée en matière de prise en charge des malades de la drépanocytose. La drépanocytose est une maladie génétique héréditaire très répandue qui touche particulièrement l'Afrique, mais aussi l'Inde et l'Amérique. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la drépanocytose est la première maladie génétique mondiale atteignant environ 50 millions de personnes. Chaque année, 300 000 enfants naissent avec la maladie et on recense plus de 200 000 cas en Afrique. Au Niger, selon les autorités sanitaires, la drépanocytose constitue un problème majeur de santé publique du fait de sa prévalence estimée à 23,2% contre une prévalence de 13% pour le continent africain. À l'occasion de la célébration du 19 juin de la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose, nous allons avec nos invités voir les avancées enregistrées en matière de prise en charge des malades pour leur meilleure survie. Il s'agit du docteur Ibrahim Samna, médecin au Centre national de référence de la drépanocytose, de madame Hannatou Hamidou, assistante sociale au Centre national de référence toujours de la drépanocytose, de madame Hima Fatima, présidente de l'association de lutte contre la drépanocytose, et enfin de monsieur Faisal Issa, un malade de la drépanocytose. Bonsoir à tous et bienvenue sur notre plateau. À la présentation, je suis Rafika Taher. Docteur Ibrahim, je commence par vous. Présentez-nous d'abord le Centre national de la drépanocytose. Quelle est sa mission et quels sont ses objectifs? Merci Rafika. Et le Centre de référence nationale de la drépanocytose d'abord s'occupe des patients drépanocytaires. Et la drépanocytose, comme vous venez de le dire, c'est une maladie génétique et héréditaire qui affecte les globules rouges du sang. Et le CNRD, c'est-à-dire le Centre national de référence de la drépanocytaire, c'est un centre qui a été créé par arrêté numéro 011/PRN du 12 août 2009 et grâce à une convention de partenariat et de financement entre la République du Niger, notamment le ministère de la Santé, la Principauté de Monaco, l'AMAD qui est une association mondiale de la drépanocytose et l'ALDL qui est l'association de lutte contre la drépanocytose. C'est un centre qui est à vocation nationale, régionale et internationale. Et le centre a comme vocation, et à travers ces vocations, il y a la réalisation de la prise en charge et à travers un volet médical pluridisciplinaire et intégré et psychosocial des patients drépanocytaires. C'est un centre qui assure la formation et le recyclage aussi des professionnels de la santé selon les normes, les nouvelles recommandations de la prise en charge de la maladie. Il intervient dans le cadre de la sensibilisation à travers l'information et la prévention de la maladie à travers la sensibilisation, l'information et le conseil génétique. Et en même temps, c'est un centre qui apporte une expertise dans le domaine de la lutte contre la maladie à travers un partenariat scientifique et médical à travers la sous-région et l'international et dans le développement de la recherche de la maladie. Il assure aussi un partenariat entre les professionnels de la santé, les patients et parents drépanocytaires et les groupes communautaires pertinents et aussi les médias. D'accord. Comme je le disais plus haut, la drépanocytose est une maladie génétique héréditaire. Mais en tant que spécialiste de la question, quelle définition scientifique donne-t-on à cette maladie? La drépanocytose, c'est héréditaire et génétique. C'est-à-dire on ne peut être drépanocytaire que si ces deux parents biologiques, à savoir le père et la mère, sont porteurs du gène de la maladie, c'est-à-dire l'hémoglobine anormale S. Donc, c'est une maladie qui se manifeste par exemple par divers symptômes. À savoir, les symptômes en réalité, ce ne sont pas les signes de la maladie, ce sont les complications de la maladie.
Donc, on peut reconnaître, on peut alerter à penser à la drépanocytose à travers beaucoup de signes. Par exemple, un patient qui fait des anémies, c'est-à-dire manque de sang à répétition, on peut penser à la maladie. Un patient qui se présente avec des yeux jaunes, que les gens appellent jaunes, nous scientifiquement on appelle ça ictère, sont des signes révélateurs de la maladie. À l'enfance, à bas âge, à partir de moins de la naissance jusqu'à 6 mois, il y a des complications qui peuvent faire penser à la maladie, c'est-à-dire c'est des tuméfactions au niveau des dos, des mains des patients, ou bien tuméfactions uniquement au niveau des orteils, ou bien des dos de la main, que des fois les parents peuvent prêter à confusion à genre traumatisme. Quand ça touche juste les doigts, ils vont penser à un traumatisme. C'est après avoir passé par tous les moyens et investigations, s'il tombe sur un professionnel de santé, il peut penser à la drépanocytose aussi. D'accord. Mais comment elle se manifeste? Et la drépanocytose se manifeste par plusieurs symptômes. D'abord, les symptômes, on les classe en 2 groupes. Il y a des complications aiguës de la maladie. Comme c'est une maladie du sang, c'est une maladie chronique et à la longue, il y a des complications chroniques. Maintenant, les complications aiguës de la maladie, la première complication est signe révélateur de la maladie que les gens arrivent à penser, surtout même hors des professionnels de la santé, c'est la douleur. Un patient ou bien un enfant qui se plaint toujours des douleurs, cette douleur qui touche les os, c'est une douleur qui est atroce, qui a l'air d'une fracture, que ce n'est pas une fracture. La personne pleure à un point où il ne peut même pas résister. Il va lui dire qu'on lui attache tel segment du membre. C'est des signes qu'il faut penser à la maladie. Devant des anémies à répétition, un enfant qui fait une anémie, même une seule fois, il faut penser aussi à la maladie aussi. D'accord. Devant des infections, des sujets qui sont très fragiles, qui font des infections à répétition, il faut penser à la drépanocytose. D'accord. La drépanocytose, c'est une maladie qui peut toucher toutes les spécialités. Elle est pluridisciplinaire. Donc, devant chaque symptôme, il faut penser à la drépanocytose. Donc, vous nous avez dit qu'un enfant peut naître drépanocytaire seulement si les 2 parents sont déjà malades. Mais est-ce que si c'est un seul parent qui a la drépanocytose, l'enfant peut naître aussi avec la maladie? Voilà. Donc, la drépanocytose, comme je venais de vous dire, c'est une maladie qu'on peut poser le diagnostic à travers un examen qu'on appelle l'électrophorèse de l'hémoglobine. Cet examen qui est l'électrophorèse de l'hémoglobine, quand on le fait à une personne, ça va sortir sa forme clinique. Il peut être normal. Une personne normale, indemne de la maladie, son électrophorèse apparaît AA. Une électrophorèse peut mettre en évidence une autre forme qui est AS, qui n'est pas la drépanocytose, que les gens prêtent à confusion, qui disent c'est la drépanocytose. Ça, c'est un porteur de traits drépanocytaires. Parce qu'il porte l'hémoglobine normale qui est A. Comme je vous ai dit, la personne normale, elle est AA, l'hémoglobine normale A et l'hémoglobine anormale AS. Donc, lui, il est porteur de traits drépanocytaires ou bien il est hétérozygote AS. Donc, il y a des syndromes drépanocytaires majeurs que l'électrophorèse de l'hémoglobine met en évidence, qui sont 3 formes au Niger. On a les formes SS, SC et S-bêta-thalassémie. Donc, un parent et un enfant plutôt qui naissent avec un syndrome drépanocytaire majeur, SS ou SCS bêta-thalassémie, ne peut hériter de ces 2 gènes anormaux qu'à travers ces 2 parents. Seulement. Donc, si les 2 parents... Si les 2 parents biologiques portent l'hémoglobine anormale, il faut forcément que le père et la mère portent le gène anormal. Si c'est un seul parent... Si c'est un seul parent qui transmet la maladie, l'autre transmet le gène normal, donc l'enfant sera porteur de traits drépanocytaires. Si les 2 parents, un transmettent l'hémoglobine anormale S, l'autre l'hémoglobine anormale S, l'enfant est drépanocytaire, il est SS. Si un des parents transmet l'hémoglobine anormale S, l'autre transmet l'hémoglobine anormale C, l'enfant sera SC, lui aussi, il est drépanocytaire. Si un des parents donne l'hémoglobine anormale S, l'autre donne l'hémoglobine anormale bêta-thalassémie et l'enfant sera S-bêta-thalassémie aussi. D'accord. L'électrophorèse, comme vous l'avez dit, est-elle gratuite? L'électrophorèse n'est pas gratuite.
L'électrophorèse au centre n'est pas dans le cadre de la gratuité. Et pour les enfants âgés de 0 à moins de 5 ans, le tarif plein d'abord, ça se fait à 7 600. Maintenant, pour les enfants de 0 à moins de 5 ans, ils payent demi-tarif, à savoir donc 3 000 et 3 300. D'accord. Oui. Une personne peut décider d'aller faire l'examen à tout moment. À tout moment, le centre, c'est un centre qui est opérationnel 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Une personne qui décide de se faire dépister, connaître son statut, à chaque moment quand il décide, il peut se présenter au centre. Le laboratoire est là opérationnel 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. D'accord, docteur. Parmi les formes A, S, et autres là que vous nous avez énumérées, quelle est la plus dangereuse? Tous les 3 syndromes que je vous ai énumérés sont dangereux. C'est la manière de manifester les crises qui diffèrent. Par exemple, les sujets SS sont plus vulnérables et plus sujets à des crises répétitives. Les sujets SC, et deux fois, c'est des sujets drépanocytaires que c'est deux fois même c'est à travers une certaine âge, au-delà de 20 ans. Il y a des personnes, même c'est dans le cadre des personnes âgées, dans le cadre d'une manifestation ostéo-articulaire où on va penser à un truc rhumatismal. Il se présente, c'est un spécialiste, il investigue, il voit de son côté, dans sa spécialité, tout est normal. Il va penser à faire l'électrophorèse et la personne sera SC. Et dans la forme S-bêta-thalassémie, il y a deux formes de S-bêta-thalassémie. Il y a S-bêta-thalassémie majeure et il y a S-bêta-thalassémie mineure. S-bêta-thalassémie majeure, c'est ça qu'on appelle aussi S-bêta-0. Et S-bêta-thalassémie mineure, c'est ça qu'on appelle aussi S-bêta-thalassémie plus. Maintenant, entre ces deux formes de thalassémie, il y a une S-bêta-thalassémie majeure qui est S-bêta-thalassémie. Elle se manifeste par des crises qui ressemblent typiquement au drépanocytaire SS, comparé à l'autre qui est S-bêta-thalassémie mineure ou bien S-bêta-thalassémie plus. Lui, il fait des crises rarement et l'évolution clinique n'est pas la même comparée à l'autre forme. D'accord, merci docteur pour ces éclaircissements. Faisal, vous êtes malade de la drépanocytose. Comment avez-vous su que vous avez la maladie et de quelle forme vous souffrez? Je suis drépanocytaire. Et j'ai la forme la plus sévère, dite SS. J'ai su que j'ai la maladie à 8 ans. Personnellement, à 8 ans, mais mes parents, ils ont découvert que j'ai la maladie depuis 6 mois. Comment vous l'avez su? Par des crises. J'ai fait des crises, douleurs articulaires. On m'amène au centre de référence, on m'hospitalise là-bas, des fois. Et une hospitalisation, ça peut durer une semaine, voire même un mois. D'accord. La drépanocytose, comme l'a expliqué Dr Ibrahim, est une maladie génétique héréditaire à transmission. Alors, avez-vous des frères ou des sœurs qui souffraient aussi de cette maladie? Dans ma famille, nous sommes 4 enfants drépanocytaires. Nous avons tous la forme SS. D'accord. Madame Hima Fatima, vous êtes présidente de l'association de lutte contre la drépanocytose créée en 1996. Que dire sur cette maladie qui touche des millions de personnes dans le monde? Merci madame. Effectivement, nous, depuis 1996, comme vous le dites, nous sommes dans la lutte contre la maladie parce que nous sommes parents d'enfants drépanocytaires. Donc nous gérons cette maladie. Et donc nous vivons avec cette maladie tous les jours avec nos enfants qui font des crises répétitives comme l'a dit Faisal. C'est une maladie qui est très grave et pour laquelle nos décideurs et toute la communauté doivent apporter une attention particulière. Parce qu'il faut vivre avec un enfant drépanocytaire pour savoir psychologiquement ce que nous vivons avec nos enfants drépanocytaires et financièrement ce que cette maladie nous coûte. Comme l'a dit le docteur Ibrahim et Faisal, donc nos enfants font le minimum 4 à 5 crises par an. Et on a estimé à travers une étude que chaque crise, le minimum qu'on peut dépenser pour une crise, c'est 54 000 jusqu'à 55 000. C'est le minimum. Et on peut aller à plus d'1,5 million pour des complications.
pour ceux qui font des arthrites au niveau des hanches, ceux qui ont des problèmes osseux, tout ça là, où il faut placer des prothèses. Donc, c'est pour dire que c'est une maladie qui n'est pas à la portée de tout le monde. Je pense que le SMIC ici au Niger, il fait à peu près 34 000. Pour quelqu'un qui touche 34 000 et pour une seule crise qui doit payer plus de 54 000, allez-y comprendre comment il peut gérer cette maladie avec sa famille. Il y a des familles qui ont plus d'un enfant drépanocytaire, 2 ou 3 enfants drépanocytaires. Vous voyez combien ça nous coûte. Donc nous demandons aux décideurs et à toute la communauté d'apporter une attention particulière à cette maladie qui est un fléau, qui est un problème de santé publique. Nos enfants, quand ils sont en crise, ils ne vont pas à l'école. Leur scolarité est perturbée. Ceux qui travaillent, ils désertent le service pendant plus d'une semaine jusqu'à 1 mois. Il faut qu'il y ait des patrons compréhensibles pour savoir que ce n'est pas des enfants qui jouent la comédie pour ceux qui vont à l'école, qui peuvent s'absenter 1 mois. Parfois, il y a des enfants qui s'absentent 3 mois dans les 9 mois de l'année. Donc, vous voyez comment la scolarité est perturbée. Donc, pour ceux qui travaillent, il faut savoir pour un patron qui peut comprendre que le malade a fait 1 mois d'hospitalisation, est-ce qu'il faut le payer, est-ce qu'il faut le renvoyer? Donc, il y a tout ça là. Oui, donc, nous gérons tout ça là en tant que parents, en tant qu'association. Vivre avec les drépanocytaires, ce n'est pas facile. Madame Hannatou, quelle analyse aussi faites-vous de cette maladie? Merci. L'analyse que nous faisons de la maladie, c'est une maladie qui est vraiment, comme les autres ont eu à le dire, c'est une maladie qui est extrêmement coûteuse. Et on se retrouve souvent avec des familles qui n'ont pas de moyens et qui se retrouvent avec plusieurs enfants malades. La prise en charge, elle n'est pas gratuite. En tout cas, elle n'est pas gratuite totalement. Mais quand même, souvent, nous avons des aides. Nous avons des aides au niveau du ministère de la Santé, des associations aussi qui nous viennent en aide. Et les jours de la journée internationale, il y a des femmes qui viennent aussi en aide à ces patients. D'accord. Docteur Samna, comment se présente la situation de cette maladie au Niger? Est-ce qu'il y a des chiffres à l'appui? Nous, on a la situation des patients suivis au centre parce que c'est une maladie dont je vous dis que il y a un recyclage et une formation des professionnels de santé. Il y a des malades qui se dirigent directement au centre pour se faire dépister ou bien ils ont déjà un enfant drépanocytaire. Quand ils arrivent à mettre au monde d'autres enfants, ils viennent le faire dépister ou bien des fois ils les laissent jusqu'à l'apparition des complications et même à travers les complications, ils posent le diagnostic, ils soupçonnent déjà la maladie. Et il y a dans les autres structures, les autres professionnels de santé qui posent le diagnostic, qui nous réfèrent. Et à l'intérieur du pays aussi, on nous réfère. Actuellement, la file active au centre qui est enregistrée et suivie, on est à 8040 dossiers drépanocytaires suivis. Sur toute l'étendue du territoire national, 8040 à l'heure actuelle, ceux qui se sont déclarés au centre. D'accord. 8040 qui se sont déclarés au centre. Qui se sont déclarés suivis au CNRD. Oui. D'accord. Au sein de votre association, est-ce qu'il y a des chiffres aussi? Donc, nous savons que sur le nombre de la population, il faut compter les 23% qui sont porteurs de traits drépanocytaires. Donc, moi, je sais qu'il y a plus de 3 millions de personnes dans la population qui sont porteurs de traits drépanocytaires. 3 millions? Oui. D'accord, dans tout le Niger? Dans tout le Niger. D'accord. Madame Hannatou, comme le docteur Ibrahim l'a notifié, le centre a été créé à Niamey pour combattre la maladie. Qu'en est-il de la prise en charge alors au Niger? La prise en charge a 2 volets. Il y a le volet médical et le volet prévention. Donc la prévention s'est faite à travers les sensibilisations. Donc le matin au centre, on regroupe les patients qui viennent avec leur accompagnant. Donc on leur fait une sensibilisation sur la maladie. Donc on leur donne des informations par rapport à comment vivre avec la maladie. Après ça, c'est ce qu'on appelle éducation thérapeutique de groupe. Après, quand ils passent chez les médecins, ensuite ils reviennent pour l'éducation thérapeutique individuelle.
Donc là, le patient est pris seul, si c'est un adulte, ou bien accompagné de ses parents. Donc c'est là qu'on fait l'éducation individuelle. D'accord. Est-ce qu'il y a des avancées significatives? Avez-vous l'impression que ces sensibilisations-là sont assimilées? Oui, il y a des avancées parce que actuellement, il y a des patients qui font moins de crises qu'avant qu'ils ne soient suivis. Avant le suivi, donc il y a des patients, Faisal est là, peut-être il peut témoigner qu'il y a des patients que avant que le centre ne soit créé, et Aja est là aussi, ils passaient plus leur temps dans les hôpitaux que maintenant qu'ils font le suivi. Donc avec l'éducation thérapeutique, c'est des informations qu'on apporte aux patients, comment vivre avec la maladie. Donc on les incite à se connaître eux-mêmes, à connaître la maladie et à comprendre les signes, les complications, les facteurs de risque. Qu'est-ce que si je fais ça, ça peut me déclencher la crise. Donc c'est ça, l'éducation thérapeutique qu'on a fait. Madame Hima, vous avez mené un plaidoyer auprès des institutions étatiques et le consulat de Monaco en vue de la création d'un centre de référence de la drépanocytose, ce qui aboutit en 2010 de la création du dit centre. Pour revenir en arrière, parlez-nous de ce processus. Avant 2010, donc, tous les parents des enfants drépanocytaires se retrouvaient au niveau de l'hôpital national, au niveau des deux pédiatries, la pédiatrie A pour ceux qui ont les petits-enfants et la pédiatrie B pour ceux qui ont les enfants de plus de 7 ans. Donc, on était éparpillés. Et quand on amène nos enfants en situation de crise, parfois en cas d'urgence, on se retrouve dans ces deux pédiatries alors qu'on trouve encore d'autres enfants qui sont venus en consultation. Le feu professeur Abd Sanda, qui était le médecin au niveau de la pédiatrie B, le jour-là, j'étais là-bas en consultation avec mon enfant. Il est sorti et puis il a trouvé qu'il y avait des bousculades et même des tiraillements entre des parents qui ne voulaient pas laisser passer un enfant drépanocytaire qui est en cas d'urgence. Et c'est à ce temps-là qu'il nous a donné l'idée. Il nous a dit, vous les parents drépanocytaires, pourquoi ne pas créer une association? On s'est retrouvés, j'ai consulté des parents qui étaient là avec moi et on a écrit les statuts et les règlements intérieurs parce qu'effectivement, il fallait sortir les enfants drépanocytaires au sein de l'hôpital national qui ne répondaient pas à nos aspirations, qui n'avaient pas le personnel disposé pour la prise en charge immédiate des cas d'urgence des enfants drépanocytaires. Donc, on a pu contacter le consulat de Monaco et on a présenté le projet au niveau de la princesse Caroline de Hanovre, et qui a aussi accepté, et donc le centre a été construit en copartenariat avec la principauté de Monaco elle-même. Quelle appréciation avez-vous des prestations de ce centre actuellement en matière de prise en charge? C'est un centre qui est devenu spécialisé dans la prise en charge des malades, donc tout le personnel qui est là est à la disposition des malades, donc la prise en charge elle est coordonnée et elle répond à nos attentes. D'accord. Faisal, comment est-ce que vous vivez avec la drépanocytose? Est-ce que vous souffrez énormément? Et toi qui ne vis pas de la drépanocytose, tu ne peux pas comprendre à quel point cette maladie est très pénible. Parce qu'il faut être dans le corps d'un drépanocytaire pour comprendre la souffrance qu'il vit. Expliquez-nous plutôt un peu ce que vous ressentez. On vit dans la douleur. Tout le temps, on a mal. C'est les crises. Tout le temps, on a mal. On se sent mourir, on se sent partir. Des fois, on crie, on pleure, on roule par terre. On a tout le temps mal, tout le temps on vit de la douleur. Elles sont à quelle fréquence ces douleurs? Déjà, nous les drépanocytaires, on nous prend des menteurs pour des menteurs. Parce que tu es là, tu vas bien, tu causes bien avec les gens. 5 minutes après, je te retrouve à l'hôpital. Donc, il y a peu de gens qui comprennent que vraiment, on dit vrai. Parce que vous qui ne vivez pas de la maladie, même si on vous explique, je suis à l'hôpital. Tu vas dire c'est faux. Tout à l'heure, on était là, on se causait bien et tout d'un coup, on dit qu'on se retrouve à l'hôpital. Est-ce que ça peut se faire? Donc, c'est pas facile à expliquer. C'est très difficile. Il faut un parent drépanocytaire ou bien un drépanocytaire en tant que tel pour comprendre la douleur. Donc, c'est une douleur qui est là en permanence. En permanence. Vous la ressentez tout le temps? Tout le temps. D'accord. Tout le temps. On vit dans la douleur. 5 minutes, ça va. 10 minutes, ça ne va pas.
Quel est le traitement que vous suivez actuellement? Bon, partout où nous sommes, on a nos médicaments. Et le traitement, on nous conseille de prendre acide folique. Et maintenant, ici sur Hydrea. Je prends aussi Hydrea parce qu'on a vu que j'ai fait beaucoup de crises. Tout le temps, je suis à l'hôpital. Parce que la maladie même m'empêche d'avancer dans mes études. Même cette année, actuellement, j'ai été ajourné de l'école à cause de la maladie. Tout le temps, je suis hospitalisé. Tout le temps, et on m'a mis sur Hydrea pour pouvoir un peu diminuer les crises. Et vraiment, ça va. Maintenant, dans le mois, je peux faire 2 crises. On peut m'hospitaliser 2 fois au CNRD. Mais avant, j'étais là. Tout le temps, chaque semaine, je suis à l'hôpital. Des fois, les gens même sont fatigués de nous parce qu'ils disent que cette maladie-là, ça ne finit jamais. Tout le temps, on est à l'hôpital, les gens sont fatigués de nous rendre des visites. Tout le temps, on est seulement avec nos parents. Et vraiment aussi, les parents souffrent. Vraiment. Parfois, ils sont obligés de s'endetter jusqu'au cou. Justement, le coût, combien ça vous coûte dans le mois, le coût du traitement à vos parents? À nos parents. Vraiment, une seule crise, par journée même, on peut dépenser 50 000 par journée. Imagine, nous sommes 4 drépanocytaires. Des fois, il arrive qu'on nous hospitalise 2 mêmes, sur le même lit de l'hôpital. Ma petite sœur et moi, sur le même lit de l'hôpital. Imaginez comment les parents font. Un seul enfant drépanocytaire, ce n'est pas facile. À plus forte raison, 2 sur le même lit à l'hôpital, vraiment, ce n'est pas facile. Les parents sont obligés de s'endetter jusqu'au cou. Des fois, les cheveux blancs des parents et les barbes là, c'est pas facile. Ce sont les stress venant de nous. C'est pas l'âge. Ce sont les stress venant de nous. On ne sait pas comment. Moi, personnellement, quand je suis malade, parfois même j'oublie. Je pense à mes parents. Comment ils font? Comment mon père fera pour chercher de l'argent pour faire les premiers soins même. Quelle appréciation aussi faites-vous de la prise en charge au niveau du centre? Avant qu'il n'y a pas le centre, même si tu pars à l'hôpital, on ne s'occupe pas de toi. Mais maintenant, là, le centre est là pour nous et elle répond. Chaque fois quand on tombe malade, on part au centre, on va nous accueillir. Et vraiment, on apprécie le centre. Parce que sans le centre, là, avant, dans la semaine, il y a plusieurs décès. Juste par manque de prise en charge. Mais cette fois-ci, il y a le centre qui est là, il s'occupe de nous. Ça va, alhamdoulilah. D'accord. Madame Hima, en tant que parente de drépanocytaire et aussi présidente de l'association de lutte contre la drépanocytose, est-ce que vous avez quelque chose à nous dire concernant toutes ces questions que je viens de poser à M. Fessal? Effectivement, je vais intervenir par rapport au coût de la maladie, parce qu'au cours de cette semaine, j'ai mon fils qui était en crise, donc je sais de quoi il s'agit. Donc, ce qu'on peut payer dans le mois pour un seul enfant, c'est entre 100 et 120 000 francs. Pour un seul enfant. Donc, il parlait du stress des parents. Effectivement, les jeunes drépanocytaires, quand ils sont en crise, ils cachent même la maladie. Ils nous cachent la maladie parce qu'ils ne savent pas qu'ils ont honte. Ils ont pitié. Ils ont pitié de nous. Et parfois, c'est à nous, en tant que parents, c'est à nous de les surveiller pour savoir que la crise arrive. Ils font semblant qu'ils ne sont pas malades, mais nous, on sent qu'ils sont malades, tout juste pour qu'on ne dépense pas de l'argent pour eux. Vous voyez à quel point cette maladie-là, psychologiquement, eux, ils sont affectés. Psychologiquement, nous, en tant que parents, on est affectés parce qu'on s'est dit que c'est nous qui avons transmis cette maladie à ces enfants-là. Donc, nous, psychologiquement, on n'est pas contents, c'est-à-dire on se pose des questions. Et eux, à leur tour, ils cachent la maladie parce qu'ils pensent qu'ils sont aussi les fautifs pour pouvoir dégreffer l'argent de la famille. Donc, il faut vous mettre dans cette situation où on est tous fautifs l'un contre l'autre. Donc, ce n'est pas une vie. D'accord. Madame Hannatou, vous avez écouté tout ce que M. Fessal vient de nous dire. Vous êtes assistante sociale au niveau du centre de référence de la prise en charge de la drépanocytose. Qu'est-ce que vous faites pour ces genres de patients qui pensent que les gens pensent qu'ils sont des menteurs? Comment est-ce que vous arrivez à les rassurer?
généralement, le problème se pose au niveau des écoles, souvent. Parce que c'est là-bas que l'enfant, quand il commence à faire sa crise, les enseignants, souvent, je dis souvent, parce qu'il y a des enseignants qui ont compris et qui accompagnent directement l'enfant à l'école. Souvent, ils ont des problèmes pour avoir la permission, pour aller faire leurs besoins, parce que c'est des enfants qui doivent être réhydratés, qui doivent boire beaucoup d'eau. Et tant que la personne boit beaucoup d'eau, normalement, il doit aller aux toilettes souvent. Certains parents pensent que souvent, les enfants cachent leur crise, comme Hadja l'a dit, et c'est arrivé à un stade où on ne peut plus cacher la crise que les parents amènent les patients au centre. Donc nous, ce qu'on leur dit, on leur apprend dans l'éducation thérapeutique à reconnaître les facteurs. Déjà, il y a des facteurs, il y a des choses que quand l'enfant le fait, il faut s'attendre à la crise. Par exemple, si c'est un enfant qui joue au foot, donc ça peut déclencher la crise. Donc on informe les parents, voilà les facteurs qui déclenchent la crise. Il y a aussi les signes annonciateurs de la crise aussi qu'on apprend aux parents à reconnaître. Donc c'est ça. Il y a souvent aussi des enseignants, quand ils viennent, on leur fait aussi un peu l'éducation thérapeutique, on leur apprend certaines choses par rapport à la maladie. D'accord. Vous arrive-t-il de parler directement aux patients? Si. Les patients adultes, on leur parle directement. D'ailleurs, à partir de 5 ans même, on cause avec l'enfant. On lui explique sa maladie. D'accord. Dès que l'enfant dès qu'il commence à comprendre, donc on lui explique. Docteur Ibrahim, la crise douloureuse est un signe clinique majeur de la drépanocytose. Quels sont les facteurs déclenchants de cette douleur? Les facteurs déclenchants de la douleur, là, elles sont multiples. Par exemple, comme Hadja le disait, un effort physique intense peut déclencher une crise. Parce que les drépanocytaires, il faut le savoir qu'ils sont anémiés de manière chronique. Un effort quelqu'un qui n'est pas drépanocytaire, qui juge ça banal, un drépanocytaire peut le faire et tomber dans l'hypoxie et c'est la crise. Une fièvre qui n'arrive pas à se faire maîtriser, qui ne fait que grimper en fréquence peut déclencher la douleur encore parce que plus ils font la crise, plus ils vont hémolyser, ils vont casser leurs globules rouges et c'est l'hypoxie qui va s'installer encore et l'hémolyse et la crise va se déclencher aussi. D'accord. Comment faire donc pour éviter les facteurs qui peuvent déclencher ces crises? Voilà, les facteurs pour éviter ces crises-là, les déclenchants, c'est ça l'importance de l'éducation thérapeutique. Parce que dès qu'un patient est diagnostiqué drépanocytaire au centre, dès qu'il se présente avec son électrophorèse au niveau du médecin, le médecin commence la prise en charge, on lui établit l'ordonnance systématique. Parce que c'est des patients qui sont sous traitement, ils prennent des médicaments même en étant en bonne santé. D'accord. Et comment faire aussi pour calmer les crises? Voilà, pour calmer les crises, tout ça là, c'est au niveau de l'éducation thérapeutique. Parce que, comme Hadja vous a dit, c'est une maladie qui est coûteuse et elle est chronique. Donc, c'est pas devant toute crise, il faut venir au centre. Il y a des étapes dans la prise en charge de la douleur selon l'OMS qui a établi la prise en charge. Par exemple, un patient drépanocytaire en crise, quel qu'en soit son âge, il a ses antidouleurs adaptés à son âge et à son poids. On explique aux parents, ou bien si la personne est majeure et responsable lui-même, on lui explique quand tu as mal, tu commences par tel médicament. Il y a un Palué 1, tu commences par Palué 1. Tu prends ça, 30 minutes après, ça ne va pas, change, ajoute celui-là. Et on incite sur l'hyperhydratation, boire beaucoup d'eau. Tu fais ça sur 24 heures ou bien quelques heures après, tu vois que la douleur commence à s'atténuer. À la maison, tu continues ton traitement. Si malgré la prise en charge que tu fais à domicile, tu vois que la douleur ne fait que s'intensifier, tu n'arrives pas à supporter, là, il faut se rendre vite au centre et là, on va commencer une prise en charge par voie parentérale qui est à travers les sérums et injections. D'accord. Voilà. Madame Hannatou, vous êtes assistante. Vous accueillez chaque jour des malades au centre. Expliquez-nous en quoi consiste votre assistance. Merci. Donc, notre assistance consiste à prendre les patients en charge. On fait aussi l'éducation thérapeutique. Comme l'a dit le docteur, dès qu'un patient est connu drépanocytaire, il prend son ordonnance systématique chez le médecin et c'est à nous d'expliquer
aux parents ou bien aux patients même comment prendre ces médicaments, pourquoi les prendre. Et après, on lui explique d'abord c'est quoi la maladie. Parce que souvent, il y a des gens qui viennent sans connaître c'est quoi exactement la maladie. Ils pensent que en tout cas, ils pensent à beaucoup de choses. Donc, on arrive à leur éclairer, à leur donner des informations éclairées par rapport à la maladie. Donc, D'accord. Madame Hima, quelles sont les actions que vous menez en faveur d'une meilleure prise en charge des malades de la drépanocytose? Est-ce que vous mettez à la disposition des parents des malades un fonds d'appui au niveau de votre association? Et nous avons obtenu un financement où nous avons ouvert des lignes de crédit au niveau des comment ça s'appelle, des agences de microfinance, où nous permettons aux parents de venir prendre de prêts, et même les jeunes drépanocytaires, les jeunes garçons comme les jeunes filles, et même les parents, ils prennent un prêt pour faire des activités génératrices de revenus pour pouvoir avoir suffisamment d'argent entre les mains pour acheter les médicaments et puis supporter la prise en charge à n'importe quelle qu'elle peut subvenir. Nous avons fait cette activité pendant au moins 4 ans. Donc, nous avons arrêté ça parce que les fonds étaient épuisés. Donc, nous faisons surtout beaucoup de sensibilisation. Et parfois, quand on a des financements, nous achetons des médicaments que nous mettons à la disposition du centre lui-même pour une prise en charge gratuite en des cas d'urgence. Voilà ce que nous avons pu faire. Docteur Ibrahim, peut-on guérir de la drépanocytose? Et la drépanocytose, c'est une maladie qui est génétique et héréditaire qui touche les globules rouges du sang. Donc, ça touche le sang, on est avec son sang, on vit avec son sang. De nos jours, on peut se guérir de la drépanocytose selon les avancées scientifiques de la médecine à travers la greffe de la moelle. Mais cette greffe de la moelle, le gros problème c'est quoi? La greffe, c'est pas à la portée de n'importe qui. Par exemple, ce traitement, même dans les pays développés, où leur histoire d'assurance maladie qui sont pris en charge ne prend pas en compte la greffe de la moelle. Ce qui fait en sorte que, de nos jours, même chez eux, là, vous pouvez prendre 100 drépanocytaires, vous allez trouver à peu près une dizaine ou bien moins d'une dizaine qui ont pu bénéficier de la greffe de la moelle. Donc, on peut dire qu'on peut se guérir, mais vraiment ici en Afrique, plus précisément au Niger, la greffe n'est pas à notre portée. On a seulement dans les avancées et de la prise en charge de nos jours, comme Faisal l'a dit, c'est un patient qui fait des crises à répétition. En un mois, il peut te faire 4 crises, 6 crises. Donc, on les libère aujourd'hui. Deux fois même, le temps que toi, le médecin qui le libère, le lendemain, tu reviens, tu le retrouves encore en salle. Donc, du coup, il y a un problème financier qui est là. Psychologiquement, ça joue sur lui. Financièrement, on n'en parle même pas. Donc, dans les avancées thérapeutiques de la prise en charge de la maladie, de nos jours, certes, en Europe, ils ont duré dans le traitement où on appelle ce qu'ils disaient Hydrea, qui est l'hydroxycarbamide. C'est un traitement dans le cadre de la drépanocytose. Où on a commencé ça ici au CNRD en 2018, qu'on a commencé à introduire l'Hydrea dans la prise en charge des patients drépanocytaires. L'Hydrea, c'est un médicament qui se prend si l'organisme du patient accepte ça. C'est un médicament qui se prend à vie. L'avantage de ce médicament, ça améliore le confort de vie. Comme Faisal vous dit, il fait moins de crises maintenant. Si c'est des patients qui font plus d'anémie, ça réduit les anémies. L'hospitalisation, un drépanocytaire, on ne peut pas dire qu'il ne fait pas de crise. Ça, c'est impossible. Même dans les pays où le plateau technique est très développé, un drépanocytaire, il y a des moments où il rentre en crise. Donc, ce traitement améliore le confort, espace les crises et ça joue même sur la drépanocytose en tant que telle. Parce que c'est quoi le but de ces médicaments dont je vous parle? L'Hydrea, un patient qui est sous Hydrea, c'est comme si ça diminue le pourcentage de son hémoglobine, est-ce qui est la cause de son problème. Seulement le traitement a un coût. D'accord. Voilà. Sans pour autant vous alarmer, M. Faisal, d'aucuns disent que les malades de la drépanocytose n'iraient pas très loin en espérance de vie. Est-ce une réalité?
on peut dire que de nos jours, l'espérance de vie des drépanocytaires, vraiment, le drépanocytaire a une espérance de vie, une même espérance de vie qu'une personne non drépanocytaire. D'accord. Parce que Hajia peut vous témoigner, en tant qu'assistante sociale, on a des drépanocytaires SS. Faisal, il a 24 ans. Et avant, les jeunes disaient qu'un drépanocytaire ne peut pas dépasser 5 ans. S'il a atteint 10 ans, vraiment, c'est à applaudir pour lui. De nos jours, on a même une drépanocytaire SS qui a 62 ans. On a une drépanocytaire SC qui a 75 ans. Elle est tellement vieille où c'est son petit-fils, chaque fois qu'il l'amène au rendez-vous, elle ne rate jamais son rendez-vous. Ça, c'est super. Mais est-ce qu'on peut prévenir la maladie? La seule prévention de la maladie, c'est de se faire dépister. Avant le mariage, qu'on ait le dépistage prénuptial. D'accord, docteur Ibrahim. La drépanocytose, quelle stratégie pour une meilleure survie? C'est le thème que vous avez choisi pour célébrer l'édition 2022. Pourquoi le choix de ce thème? Le choix de ce terme, c'est toujours dans le cadre de l'avancée de la prise en charge que je vous ai dit. Parce que la drépanocytose, ça a une complication multiple. Un drépanocytaire, il peut te faire un AVC comme un hypertendu peut te faire. Un drépanocytaire, à la longue ou bien dès qu'il atteint une certaine âge, tu peux le voir marcher avec canne comme une vieille personne. Donc maintenant, avec l'avancée de la prise en charge, c'est ça qu'on veut au moins faire comprendre aux malades, aux patients aussi, et à leurs parents et à la population. Par exemple, prendre en charge un enfant très tôt, s'il est bien suivi, ces complications-là, même étant les complications aiguës, on peut les différer et les complications chroniques, on peut les retarder. D'accord. Faisal, quels conseils pouvez-vous donner à l'endroit des malades de la drépanocytose afin de mieux vivre avec la maladie? Bon, le conseil que j'ai à donner pour nous, les drépanocytaires, nous les adolescents, c'est nous qui connaissons notre maladie. Donc, il y a certains trucs qu'on ne peut pas faire. Il y a certains mouvements qu'on ne peut pas faire. Donc, en tant que malade, on sait ce qui déclenche la crise. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on déconseille, que les médecins nous déconseillent à faire. Et un drépanocytaire, il ne peut pas faire du foot, il ne peut pas faire les efforts physiques. Il est là, un drépanocytaire, son but c'est de lire, de se reposer, d'être sage, quoi. Oui. Mais c'est pas facile aussi. De ne pas être trop en mouvement. Parce qu'il y a des enfants drépanocytaires, chaque fois ils voient leurs amis qui ne sont pas porteurs de la maladie, ils font beaucoup d'efforts et c'est ce qui les encourage d'aller faire. Soudainement, la crise va se déclencher. Est-ce que psychologiquement, le fait de ne pas jouer comme vos camarades joue sur vous? Psychologiquement, ça joue sur vous. Oui. Parce que même à l'école, il y a des trucs qu'on demande des volontaires à faire. Mais nous, les drépanocytaires, on veut faire, on veut assister, mais ce n'est pas possible. Parce que dès qu'on assiste, c'est les urgences directes. On se retrouve à l'hôpital. Donc ça aussi, ça joue sur nous, quoi. Des fois même, il y a des stress. Il y a même des amis, c'est nos amis qui se moquent de nous, quoi. Parce qu'ils disent, vous là, vous ne pouvez rien faire. Sauf vous pouvez manger, regarder télé, seulement ce qu'on peut faire. Et ce n'est pas de notre volonté aussi. Nous-mêmes, on veut faire ce qu'ils sont en train de faire, mais ce n'est pas possible. On ne peut pas faire. Parce que si on essaye, on risque de se retrouver à l'hôpital. Donc, c'est des urgences directes. Une dernière question, Madame Hannatou. Quels sont vos conseils ou recommandations pour une meilleure prise en charge de la drépanocytose au Niger et assurer une meilleure survie à ces malades? Donc, c'est très important pour les parents de faire le suivi et de respecter les rendez-vous des suivis et de suivre les enfants aussi tant au niveau scolaire qu'à la maison. D'accord. Docteur Ibrahim? Concernant le suivi, j'insiste toujours sur le suivi. Parce qu'un drépanocytaire suivi épanouit vraiment à sa vie. Avec leur statut vaccinal à jour, donc c'est un enfant et c'est des enfants vraiment qui peuvent faire un bon moment sans être en crise.
Donc, selon nos invités, 3 millions de malades souffriraient au Niger de la drépanocytose. Et pour mieux vivre avec la maladie, le mieux c'est de se faire dépister à l'avance et d'effectuer des suivis réguliers afin aussi de mieux vivre avec la maladie. Voilà, nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangu. Nous avons eu le plaisir de recevoir Dr Ibrahim Samna, médecin au Centre national de référence de la drépanocytose, en compagnie aussi de Madame Hannatou Hamidou, assistante sociale au Centre national de référence de la drépanocytose, de Madame Hima Fatimata, présidente de l'association de lutte contre la drépanocytose, et de Monsieur Faisal, un malade de la drépanocytose. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme du studio Kalangu qui vous parviennent grâce à nos 52 radios et 7 télévisions partenaires. À la technique, c'était Mustafa Ayouba, à la régie vidéo Seni Isaka, à la présentation Rafika Taher. Merci et au revoir.